Et donc, on va reprendre les communications avec la présentation de notre maître, le professeur Touré. HTA, comorbidité, bithérapie et trithérapie. Professeur Touré, si vous êtes prêt, vous avez la parole pour votre présentation, cher maître. Merci, monsieur le modérateur. Chers collègues, encore une fois, bonjour et merci. On m'a demandé de faire un survol de la prise en charge de l'HTA avec comorbidité en bithérapie et en trithérapie. Tout d'abord, je le présenterai selon ce plan. On va essayer de gagner du temps parce qu'on a perdu 1 heure de temps. On sait que l'hypertension artérielle en guise d'introduction est le premier facteur de risque à l'échelle mondiale. Plus d'1 milliard, tout à l'heure, notre collègue, le professeur Khan, en a parlé. Et il est à l'origine de la plus forte mortalité dans la plupart des régions du monde, y compris l'Afrique. Et on voit l'Afrique ici représentée en rouge, où le taux de prévalence et de mortalité de l'HTA est très élevé, avec des facteurs de risque environnementaux, comportementaux et génétiques qui sont multiples. Et également, du point de vue épidémiologique, on sait que la répartition est inégale dans la plupart des régions, mais de plus en plus, le taux de prévalence est plus élevé dans les pays sous-développés que dans les pays développés. Et avec l'accroissement de la population, c'est le thème de Valentin, le nombre d'hypertendus est en train d'augmenter progressivement. Et en Afrique particulièrement, il y a des problèmes en ce qui concerne le contrôle. On voit d'une manière générale dans le monde, 54% seulement des gens connaissent leur hypertension, 42% sont traités et 21% seulement sont sous contrôle avec en Afrique un taux relativement bas de personnes contrôlées. Et si rien n'est fait d'ici là, d'ici 2030, c'est dans 5-6 ans, plus de 216,8, presque 217 millions d'hypertendus. Et l'Afrique paye un lourd tribut, comme l'ensemble des pays sous-développés. Plus de 80% des décès liés à l'HTA sont secondaires, sont dans les pays sous-développés. Et donc, on a dit tout à l'heure, l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, le taux de prévalence de cette hypertension artérielle est extrêmement élevé. Nos zones rurales comme nos zones citadines ont de plus en plus des taux élevés et des prévalences élevées d'HTA, et plusieurs études, les études STEPS comme les études intra- et interhospitalières le montrent. Et on découvre que, d'après les études récentes, l'hypertension artérielle, surtout dans la zone Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, est extrêmement élevée, vous voyez en rouge. Et en parlant de comorbidité, certains d'entre vous ont certainement vu ce film, ils se souviennent encore, les plus jeunes, André, Patrice et peut-être d'autres. Ce film intitulé « Le bon, la brute et le truand », qui est un film de Sergio Leone, et je le traduirai par le patient, l'hypertension artérielle et les comorbidités. C'est un film des événements cardiovasculaires que le malade hypertendu peut subir au cours de l'évolution. Et je ne sais pas si vous connaissez les metteurs en scène. Ce film a été mis en scène par Muraleone Ishajantaye, que vous connaissez bien, et ils ont été assistés par un grand conseiller qui est Abdulio Caneone. Et on sait, en termes d'hypertension artérielle, qu'il s'agit le principal pronostic de mise en jeu, qui est mis en jeu, c'est le pronostic vasculaire. Ici, en bas, la ligne idéale de courbe de vie, elle est là, la longévité par rapport au niveau tensionnel. Et plus le niveau tensionnel est élevé, plus, malheureusement, le risque vasculaire est important. Et donc, le traitement de l'hypertension artérielle et la prise en charge, c'est de ramener l'ensemble de ces courbes vers la ligne d'idéal de vie pour éviter justement qu'un malade hypertendu ne court avec les multiples comorbidités et les différents facteurs de risque, la
un risque vasculaire avec un vieillissement vasculaire important. Ceci étant dit, toutes les études STEP l'ont montré dans nos régions, 20 à 40% d'hypertendus, on ne revient pas là-dessus, et l'HTA commence par être asymptomatique. Voilà pourquoi les patients consultent tard et progressivement, l'augmentation des contraintes mécaniques et les modifications des anomalies structurales et fonctionnelles des parois vont entraîner des modifications, d'où le risque vasculaire important au niveau de pratiquement tous les organes, cerveau, cœur, rein et au niveau des yeux. Tout à l'heure, Abdul a montré, c'est mon petit frère, mais il a vraiment très résumé les recos 2024, donc ce n'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Le pronostic vasculaire de l'HTA étant lié, bien sûr, à l'atteinte des différents organes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et également, l'atteinte des organes cibles et des comorbidités qui peuvent s'y associer. Il en a parlé aussi. Et d'autres comorbidités peuvent survenir, notamment le diabète, les atteintes rénales, les atteintes coronariennes, l'insuffisance cardiaque, les AVC, et si je ne parle pas de fibrillation auriculaire, je pense que je risque de me retrouver sous le pont Faidherbe car mon doyen est dans la salle et il faut absolument que je parle de fibrillation atriale, sinon je ne mettrai pas pied à Saint-Louis, sinon je serai sous le pont Faidherbe. Et les conséquences hémodynamiques, je ne vais pas manger le chef-gain de mon petit frère non plus, Abdul, c'est les retentissements sur le ventricule gauche et également la cardiopathie hypertensive qui s'ensuit. Je survole, c'est pour gagner un peu de temps parce qu'on est un peu en retard. Et on sait que dans nos régions, cette prévalence de l'hypertension artérielle, entre 27 et 35%, et très peu de sujets savent qu'ils sont diagnostiqués, 27% simplement. Très peu sont traités, 18%, et seulement 7% qui est contrôlé. L'hypertension artérielle est le premier facteur de risque d'AVC en Afrique et également 4 cardiopathies ischémiques sur 10 sont liées à l'HTA, 3 à 4 insuffisances cardiaques sur 10, 5 à 6 AVC sur 10 et le risque vasculaire, Abdullah en a parlé en long et en large tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus et depuis l'étude Interheart, on sait que l'ensemble des facteurs de risque est prévalent dans nos régions et essentiellement le tabagisme qui est légèrement plus bas qu'ailleurs, mais sinon tous les autres facteurs sont en grande prévalence. Les quelques particularités chez nous, donc cela constitue au moins un patient sur 5 en milieu hospitalier, avec des faibles niveaux socio-économiques, des formes très compliquées, une constellation de facteurs de risque, avec souvent des facteurs de risque cardiovasculaires surajoutés. Et sur le plan génétique, Abdullah en a parlé également, on sait que le site, le loci qui code pour l'hypertension artérielle systolique se trouve sur le chromosome 16 avec le body mass index, l'obésité, le diabète de type 2, ce qui fait que quand un patient rentre dans l'hypertension artérielle, le risque d'association d'autres facteurs de risque également est assez grand. L'autre problème qu'on affronte avec l'HTA chez le diabète, 24 millions en Afrique cette année et d'ici 2045, cela risque de passer à 55 millions avec une prévalence importante également de l'obésité dans nos régions, surtout chez les sujets jeunes. Le diabète est la première cause de cécité dans le monde, première cause d'insuffisance rénale terminale, et 50% des amputations non traumatiques multiplient par 2,5 le risque d'AVC, par 2,4 la mortalité cardiovasculaire et 70% des diabétiques vont mourir de complications cardiovasculaires. La conséquence est que, on le sait avec le diabète, la macroangiopathie diabétique et la microangiopathie diabétique. La macroangiopathie diabétique, on le sait, dit pour une augmentation de 10 mm de mercure, augmente le risque cardiovasculaire de 15% et une baisse de la pression artérielle diastolique en dessous de 80 mm de mercure va diminuer les événements cardiovasculaires de 51%. Et de même, la néphropathie diabétique, qui est une des complications de la microangiopathie, augmente le risque
une augmentation de 20 mg de pression artérielle systolique va doubler la vitesse d'évolution de cette néphropathie. Il en est de même des neuropathies et également des atteintes vasculaires périphériques. Tout à l'heure, Abdul en a parlé, ça c'était l'autre facteur de risque, certes moins prévalent en Afrique, mais dans la plupart des fumeurs sont dans les pays à revenus faibles, 1,3 milliard. Et un autre facteur, malheureusement, dont on est obligé de tenir compte, c'est l'insécurité, surtout dans nos régions. L'insécurité, vous voyez depuis quelque temps, cette insécurité qui est une insécurité physique avec un stress lié à l'imminence des attaques terroristes, à la précarité permanente, à l'insécurité alimentaire chronique, à la perte brutale des parents et des proches par des attentats soudains et à l'abandon des terres ancestrales, quelquefois cultivables, et du bétail, ainsi que des maisons que les gens habitaient pendant très longtemps et qu'ils sont malheureusement, à cause de ce stress, qu'ils vivent avec le terrorisme imposé, ils sont obligés, c'est une particularité de la région du Sahel dont il faut tenir compte. On sait également que chez la femme, la ménopause apporte son lot de stress, surtout que c'est les périodes où le problème commence à se déstabiliser dans la famille et ce stress chronique peut augmenter les autres facteurs de risque, notamment le syndrome métabolique, avec un risque accru d'atteinte coronarienne. Et également, ce stress, on le sait tous, peut être à l'origine d'atteintes cardiaques et souvent, à la sortie des scènes de mairie, on se fait ses promesses, mais quelquefois des surprises plus stressantes chez la femme peuvent survenir, même si l'homme aussi peut être stressé. Quelquefois, il choisit des gens qui ne sont pas forcément à leur dimension. Donc, on sait que l'ensemble de ces facteurs, une des complications majeures de l'hypertension artérielle, c'est l'atteinte cardiaque. L'étude Thésis l'a montré. Plus de 40% des patients ont une atteinte sous forme d'insuffisance cardiaque. De même, l'étude de février à laquelle la plupart d'entre vous a participé, voilà l'ensemble des pays, 18 pays, 22 villes, 36 centres. Juste pour vous dire que là, voilà l'ensemble des pays qui ont participé et on voit que l'insuffisance cardiaque, qui est une des conséquences, est le premier motif d'hospitalisation, suivi du syndrome coronarien et des AVC. Et quel que soit le pays et quelle que soit l'année, l'insuffisance cardiaque est en tête avec, dans 71% des cas, un facteur de risque cardiovasculaire qui se trouve être dans 73% l'HTA, suivi bien sûr de l'absence d'activité physique, la sédentarité, le diabète et le tabagisme. Abdul l'a dit tout à l'heure, l'évaluation du risque cardiovasculaire, selon le terrain et selon les antécédents familiaux et la génétique, le risque n'est pas le même et on sait que plus un facteur de risque ou 2 ou 3 sont associés, plus ce risque va être élevé et même très élevé quand il y a d'autres complications qui sont associées. Et on sait également que si la tension artérielle passe de 120 sur 80 à 140 sur 90, ça multiplie le risque cardiovasculaire par 2. Quand ça atteint 160 sur 100, ça le multiplie par 4. Et quand ça atteint les chiffres de 180 sur 110, ça le multiplie par 8. Le score de 2 de diabète aussi, tout à l'heure Abdul en a parlé, il aussi va accentuer ce risque cardiovasculaire important et associé au risque de l'hypertension artérielle. Donc, le constat, c'est que l'hypertension artérielle, c'est la première cause de maladie cardiovasculaire. L'insuffisance cardiaque, premier motif d'hospitalisation, conséquence de cette HTA, qui est sous-dépistée, souvent chez des adultes jeunes, polyfactorielle, de découverte tardive, non ou mal traitée, non ou mal contrôlée, avec d'importants problèmes d'accessibilité et de disponibilité. D'où, maintenant, on arrive au niveau du traitement. On sait, on l'a dit tout à l'heure, les multiples complications qui peuvent survenir. Il faut faire le diagnostic. Abdul l'a très bien décrite, la technique de prise, expliquer aux patients et commencer à traiter, bien sûr, selon les guidelines. Et pourquoi il faut traiter? Parce que, bien sûr, le traitement permet de diminuer
le pourcentage de décompensation de 50%, d'AVC de 35 à 40%, d'accidents coronariens 15 à 20%, de morts cardiovasculaires 20% et de morts toutes causes confondues de 14%. Le but, bien sûr, c'est d'améliorer les chiffres tensionnels et de réduire le risque cardiovasculaire avec des cibles qui varient selon le terrain. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vais arriver au thème dont je voulais parler. C'est les enjeux, c'est le contrôle de l'HTA et des facteurs de risque, ralentir la progression de la pathologie cardiovasculaire, et combattre la montée de sédentarité, d'obésité et du diabète, lutter et anticiper contre le vieillissement vasculaire et le vieillissement de la population, bien sûr avec une hygiène de vie saine, à la fois du point de vue nutritionnel comme du point de vue activité physique. Et il faut donc, dans les bonnes pratiques, confirmer l'HTA, Abdul a dit, de l'automesure à la MAPA, etc., essayer d'initier le traitement avec des bithérapies fixes, atteindre assez vite l'objectif thérapeutique dans les 3 mois, combattre l'inertie thérapeutique et si l'objectif n'est pas atteint, il faut envisager une voire une quadrithérapie. Il y a 2 causes d'échec du bon contrôle de l'HTA, la non-adhérence des patients ou l'inobservance thérapeutique et parfois la passivité du médecin ou l'inertie thérapeutique. Les différentes classes d'antihypertenseurs, on les connaissait tous, je n'y reviens pas. On sait qu'on a commencé par la monothérapie, mais cette monothérapie, Abdullah a parlé des indications, et cela ne contrôle guère plus de 30 à 40% des hypertendus. Sinon, il faut passer d'emblée à des associations. Pour les stades, les HTA grade 2 et 3, et on sait que cette monothérapie, les sujets à fragilité modérée à sévère dont Abdullah a parlé tout à l'heure, les sujets âgés, mais la bithérapie fixe, à dose fixe en un seul comprimé, et permet un meilleur contrôle de cette tension artérielle avec, bien sûr, dans le choix, en faisant des combinaisons IEC ou ARA2 avec inhibiteur calcique ou diurétique bêta-bloquant. Et on sait que certains paramètres vont malgré tout amener à revoir la stratégie thérapeutique et envisager de faire une quadrithérapie associée à la trithérapie si cela est nécessaire. Donc, dans l'algorithme décisionnel, le non-contrôle tensionnel sous bithérapie va amener une trithérapie, éventuellement une trithérapie. Et tout à l'heure, Abdul a parlé, si on n'atteint pas, l'objectif est d'essayer d'amener la tension artérielle la plus basse possible, comme il a dit à Lara, as low as reasonably acceptable. Et il ne faut pas perdre de vue que les mesures hygiéno-diététiques doivent être les premières armes thérapeutiques. Mais la mise en route des mesures hygiéno-diététiques ne devrait pas retarder la prise en charge médicamenteuse quand cela est indiqué. Et on sait, voilà le régime. Nous aimons toujours des régimes extrêmes, très salés, très pimentés ou très sucrés. Donc, éviter de prendre plus de 5 grammes de sel par jour. Réduire l'alcool, moins de 20 à 30 grammes chez l'homme, 10 à 30 grammes chez la femme. Des fruits et des légumes, 4 à 5 portions de fruits et 30 grammes de légumes. Réduire les graisses saturées, plus de poissons. Et attention au café, au-delà de 5 tasses de café, cela peut avoir problème. Ainsi, en additionnant tous ces apports, on voit qu'on peut facilement réduire la pression artérielle de 20 mm de mercure avant, bien sûr, de mettre les médicaments et en pratiquant l'activité physique 3 à 4 fois par semaine avec à intensité modérée durant environ 30 à 45 minutes, des exercices dynamiques tels que la marche, le vélo, la natation. Et du point de vue de la stratégie de la prise en charge de l'HTA, ça aussi Abdul en a parlé d'abord, le plus souvent la combinaison bithérapie avec IEC ou ARA2, inhibiteur calcique ou diurétique, ce qui permet de contrôler au maximum autour de 60%. Sinon, on passe à la trithérapie IEC ou ARA2, inhibiteur calcique plus diurétique.
Et si malgré tout, avec ça, on arrive à contrôler autour de 90% des patients, sinon, il faut penser à une HTA résistante ou une HTA secondaire. Abdul en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, ce n'est pas la peine d'y insister. Donc, c'est une recommandation de classe 1A, l'association IEC ou ARA2 avec inhibiteur calcique ou diurétique en bithérapie initiale. Et la recommandation de l'ESC ici aussi, initier les traitements à base d'IEC ou d'ARA2 ou d'inhibiteur calcique, par exemple perindopril ou amlodipine, ou alors si il n'est pas contrôlé, le patient n'est pas contrôlé, passer à l'association IEC ou ARA2, inhibiteur calcique et diurétique, par exemple perindopril, amlodipine et indapamide. On connaît les effets secondaires, on connaît les effets pharmacologiques de ces différentes classes thérapeutiques, le perindopril, qui est un médicament, un très bon antihypertenseur avec une efficacité prouvée par plusieurs études, avec des bénéfices supplémentaires chez des patients coronariens ou victimes d'AVC. L'amlodipine également est connu, c'est, je pense, l'inhibiteur calcique le plus prescrit au monde et qui a une bonne tolérance avec des effets secondaires, certes, qui est l'édème périphérique, mais dont l'association avec le perindopril permet un effet synergique important avec une couverture sur la journée, sur les 24 heures. C'est ce qui a été démontré par l'étude Ascot. Et leur effet synergique, effet vasodilatateur, effet anti-vasoconstriction, plus l'effet sur l'endothélium, également l'augmentation du flux coronaire permet à ces deux médicaments prescrits en même temps de contrôler le patient. Il y a bien sûr l'effet d'œdème des membres inférieurs, d'œdème prémalléolaire dont il ne faut pas négliger, mais leur association permet d'atténuer, parce que tout le monde sait que c'est lié à l'utilisation des inhibiteurs calciques, et l'adjonction des inhibiteurs de l'enzyme de conversion permet de corriger cet effet. Donc, la plupart de ces études montrent que avec l'association de ces deux, on arrive à contrôler autour de 60% des hypertendus, mais en cas d'échec, on est obligé de passer à la trithérapie, et cette trithérapie qui a montré aussi ça et ses preuves dans la protection des organes, et également au niveau du système nerveux, au niveau du cœur lui-même et du rein. Et près de 90% de ces patients peuvent être contrôlés avec la trithérapie dans les 2 mois qui suivent. Sinon, au bout de 6 mois, près de 95 à 96% de ces patients sont contrôlés. Et cette triple association a un effet sur la tension artérielle systolique comme sur la tension artérielle diastolique. Et on sait que beaucoup, au bout de 3 à 4 mois d'utilisation, le niveau de baisse de pression artérielle est relativement important. Plusieurs études ont été faites, l'étude ASCOT-BP, dont l'étude a été utilisée sur près de 20 000 patients, 19 257 patients, avec comme critère d'évaluation un infarctus non mortel et la survenue d'une cardiopathie ischémique non mortelle. Et on voit que quelle que soit la cause de mortalité, la mortalité, toutes causes confondues ici, comme la mortalité cardiovasculaire, les AVC non fataux, les sujets atteints de diabète et la mortalité cardiovasculaire globale, enrayée, on voit la triple association qui est toujours supérieure à l'utilisation d'un bêta-bloquant associé à un diurétique. L'étude Petra a montré que cette association avait peu d'influence sur les différents paramètres biologiques, que ce soit le cholestérol total, le HDL cholestérol, l'hémoglobine, la glycémie, le potassium et les autres paramètres tels que les triglycérides et l'acide urique ainsi que le sodium. Et on sait qu'au bout de 3 mois d'études, cette étude Petra a montré l'efficacité anti-hypertensive exceptionnelle de cette triple association sur la plupart des patients.
Et on sait que cette combinaison peut offrir une nouvelle option thérapeutique aux patients hypertendus qui n'ont pas réussi à atteindre la cible thérapeutique avec la bithérapie. Donc, ces trois composantes ont certainement un avantage sur vos malades hypertendus et aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif et également les effets importants en résumé sur le niveau tensionnel, la maladie coronaire du patient, le contrôle du diabète, les effets avec des effets secondaires moindres et une réduction du risque cardiovasculaire. Pour résumer, on dira que donc l'association des diurétiques, d'IEC tels que le périndropril associé à un inhibiteur calcique permet d'avoir une action à la fois sur le niveau tensionnel, baisse de la défaillance ventriculaire gauche, surtout quand on peut maintenant avec les nouvelles thérapeutiques qui associent les inhibiteurs de la SLGT2 et la phényrénone, les survenues des AVC, les dysfonctions cognitives, la fibrillation atriale, vous voyez, j'y tiens que ce soit parce que sinon, mon petit frère Abdul aura, je sais que c'est un bon pêcheur, mais il aura du mal à me pêcher sous le pont Faidherbe, l'obésité, le diabète et la progression vers la maladie rénale chronique. Alors, hier, on a visité les pharaons. Tout à l'heure, Abdul a dit, quand on parle d'Égypte, il faut songer aux pharaons. Alors, le grand pharaon qui avait pensé, il a dit qu'il faut qu'il laisse quelque chose pour la postérité, il a réfléchi tout seul et il a dit, je vais construire une pyramide. Et il a construit pour lui tout seul. Mais il n'était pas satisfait. Parce que tout simplement, il a vu que très peu de gens venaient visiter cette pyramide. Et comme nous, en mettant la monothérapie, nous ne contrôlons que 30 à 50%. Et il a eu l'idée de dire, il faut associer, il a demandé conseil aux grands de la cour, et ils lui ont dit, bon, il faut faire une deuxième pyramide. Il a dit donc qu'il faut faire une pyramide pour sa femme. Et on est venu, on lui a dit, non, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ces pyramides. Ils viennent même en voiture depuis le Caire pour aller visiter. Et donc, sa femme était très contente et ils ont dit non, sorry. Ils ont dit non, avec ça, ça ne suffit pas toujours parce qu'on n'a pas un monde fou comme hier qui venait visiter et il faut encore réfléchir. Et un des conseillers de la cour est venu et lui a dit, il faut rajouter une autre pyramide. Et quand il a rajouté la pyramide, même les chameliers venaient visiter les pyramides. Et avec ça, on contrôlait 90 à 95% des hypertendus, comme nous aussi dans notre trithérapie. Et enfin, il n'était pas toujours très satisfait. Il a dit, bon, je sais que des visiteurs africains vont venir un jour parce qu'ils ont besoin de connaître leur histoire. Et ils se sont retrouvés il a fait une 4e pyramide pour son fils. Et si, malgré votre trithérapie, vos patients ne sont pas contrôlés, vous pouvez bien sûr passer à la quadrithérapie. Donc, en conclusion, on peut dire que l'hypertension artérielle est un problème de santé publique majeur dans nos régions. Il nécessite un dépistage et une prise en charge précoce, adéquate et appropriée, et une surveillance, bien sûr, et une prise en charge des facteurs de risque, un traitement précoce, non seulement pour contrôler les chiffres tensionnels, mais aussi pour prévenir les complications graves, notamment les coronaropathies, l'insuffisance cardiaque, les AVC et le pronostic de la mortalité de l'hypertension artérielle. D'où l'intérêt, bien sûr, de la bithérapie, association du périndropril et de l'amlodipine, et de la trithérapie en y rajoutant de l'indapamide si votre patient n'est pas contrôlé. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci, professeur Touré, pour cette brillante présentation. Et mon maître me rappelle que on va discuter d'abord ces deux présentations. Ah. Bon, je ne vais pas rapidement annoncer, j'attends. D'accord. On vient donc de me préciser que nous allons avoir droit à la présentation, à la troisième présentation, celle du professeur Yamego, et faire une discussion de ces trois présentations ensemble. Donc, merci, professeur Valentin. Nous appelons également professeur Elenga, professeur Yves et docteur Bondo de venir nous rejoindre sur le stade également. C'est-à-dire le représentant de Yes. Bien, donc merci. Je vais donc introduire le prochain orateur qui est le professeur Valentin Yameogo du Burkina Faso qui va nous entretenir sur la sildenafil in ambulatory blood pressure management and variability blood pressure. C'est pas professeur Yameogo, si vous êtes prêt. Je suis prêt, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour remercier le laboratoire Agenta et la Société égyptienne de cardiologie qui nous permettent de nous retrouver ici au Caire pour débattre de sujets intéressants. Et puisque cette rencontre constitue le lieu où il y a un nombre important de cardiologues africains qui se rencontrent, c'est aussi le lieu de discuter de thèmes intéressants concernant le développement de la cardiologie africaine. Alors, après le passage d'illustres maîtres comme le professeur Abdul Khan, le professeur Touré, j'allais dire peut-être que ma présentation est sans objet. Mais comme habituellement dans les coronaires, il y a des septales, je vais tenter d'emprunter une septale pour voir où est-ce que je vais atterrir, parce qu'en fait, ce qu'on m'a demandé, c'est de parler d'un inhibiteur calcique, la sildenafil, dans la prise en charge ambulatoire de la pression artérielle, de la variabilité tensionnelle. Alors, j'ai bien peur souvent que ce qui est dit en ce qui concerne les statistiques de l'hypertension artérielle ne finissent par nous endormir forcément et nous demander si vraiment on peut lutter contre l'hypertension artérielle. C'est pourquoi je me permets de m'arrêter pour voir s'il n'est pas opportun de renommer l'hypertension artérielle comme étant un astre qui menace la Terre. Parce qu'en réalité, les statistiques sont effarantes. Toutes les sociétés de cardiologie travaillent. En Afrique de l'Ouest, en tout cas, on a initialement dit que l'hypertendue du sujet noir est très peu prévalente et avec le temps, 30%, 50%, en tout cas si on prend 100 sujets adultes en Afrique noire, plus du tiers est hypertendu. Et ce qui est plus alarmant en fait, c'est que dans nos populations, lorsque les sujets viennent en consultation chez un cardiologue, parce qu'ils sont hypertendus, près de 50% a déjà une atteinte d'organes cibles. Et quand on regarde les régions de l'OMS et on fait des statistiques recombinantes, les pas obtenus dans la prévalence de l'hypertension artérielle sont inquiétantes. 41% en Europe. En Asie du Sud-Est, 144%. Et en Afrique, particulièrement, tout récemment, les données montrent que la prévalence est la plus élevée dans le monde. Plus de 50% des sujets adultes sont hypertendus. Et puis, seulement, le professeur Touré en a parlé tout à l'heure, 7% ont une hypertension artérielle qui est contrôlée. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, 93% de ces patients sont frappés de risques de complications, comme j'en parlais tout à l'heure. Et
ces dernières décennies, l'hypertension artérielle a connu un bond plus que de par le passé. Donc, particulièrement en Afrique. C'est vrai qu'on organise plusieurs congrès, mais il faut que des efforts énormes soient fournis pour que la population soit informée. Renforcer la prévention, un bon dépistage, traitement précoce, mais aussi disponibiliser les médicaments. Il n'y a pas trop de recommandations en Afrique pour notre hypertension artérielle. On essaie de voir ce qui se passe ailleurs. Et la Société européenne de cardiologie, comme nos maîtres l'ont dit tout à l'heure, ont publié tout récemment les recommandations. Et il y a des éléments qui semblent être très intéressants à l'intérieur. C'est surtout la mesure de la pression artérielle avec des outils qui sont validés, mais aussi la notion de l'implication du patient dans la prise en charge de son hypertension artérielle. Le patient devenant lui-même acteur primordial de la prise en charge de son hypertension artérielle. Enfin, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire global pour maîtriser le patient. Et à la fin, les éléments qui sont retenus pour les mesures de la pression artérielle en dehors du cabinet, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est pour dire que, comme ce que nos maîtres l'ont dit tout à l'heure, deux notions, hypertension artérielle, mais pression artérielle non élevée. Pression artérielle non élevée, mais pas pression artérielle normale. De telle sorte que, quand on regarde les variables, on retourne en physiologie et puis on regarde les variables, et surtout la raréfaction capillaire au niveau des organes cibles, l'on se rend compte que pour une même pression artérielle chez un individu, la raréfaction capillaire n'est pas la même. On évolue progressivement d'ailleurs vers la notion de la médecine personnalisée. Toujours est-il que notre patron en a parlé tout à l'heure, non-elevated blood pressure, elevated blood pressure et puis hypertension. Bon, les données ont été dites tout à l'heure, il n'y a plus rien à démontrer. Le traitement, c'est la même chose. Et je voudrais dire que on a beaucoup fait la promotion de la monothérapie, puis la trithérapie, puis la bithérapie, quadrithérapie, et on sait comment organiser la prise en charge des patients. Mais il faut savoir s'arrêter surtout sur les extrêmes. Nos patients qui sont dans les recommandations sont habituellement au milieu, 90% des patients sont dans les recommandations, mais quand on regarde, il y a un certain nombre qui se trouvent dans les extrêmes. Et que ce soit dans l'hypertension artérielle, en cardiologie interventionnelle, en rythmologie, on a tendance à négliger ces patients qui sont dits faibles. Mais s'occuper de ce qui est fréquent pourrait être bien, mais on manque d'élégance. Et c'est bien de voir ceux qui sont fragiles, ceux qui sont hypertendus mais qui ont une hypotension orthostatique, et les personnes âgées, c'est une forme de grandeur. Alors, je voudrais m'arrêter sur les calcibloqueurs, puisqu'il y a plusieurs médicaments de prise en charge de l'hypertension artérielle. On m'a demandé de parler des inhibiteurs calciques, et particulièrement la cilnidipine. Alors, c'est un inhibiteur calcique de 4e génération, alors, qui appartient au groupe de dihydropyridines comme la nifedipine, l'amlodipine et l'ephonidipine. Alors, sa particularité, c'est qu'il est safe chez les patients qui ont une rigidité artérielle, et il y a un bénéfice démontré dans tous les groupes d'hypertension artérielle, et puis c'est un antihypertenseur dont on dit qu'il arrive à maîtriser les chiffres tensionnels durant tout le nictémère et qu'il n'y a pas une importante action sur la variabilité tensionnelle. Alors, c'est un inhibiteur calcique un peu particulier parce qu'utilisant deux types de récepteurs, un type N et un type L. Le fait d'utiliser le type L permet
d'entraîner une vasodilatation, ne pas augmenter la fréquence cardiaque, et puis le type L, le type N va entraîner la diminution considérable des œdèmes qu'on accuse dans la plupart des inhibiteurs calciques. Alors, donc, la sildenafil est un médicament sur la base des récepteurs, comme je le disais tout à l'heure, qui va entraîner une vasorelaxation, une réduction, donc il n'y a pas de tachycardie, donc une diminution de l'élévation de l'activité rénine-angiotensine, et puis au niveau vasculaire, on aura une diminution des œdèmes parce que en Afrique, lorsqu'un sujet est malade, il commence à présenter des œdèmes. Il y a un adage chez nous qui dit que l'apparition des œdèmes n'augure pas d'un bon pronostic. Et Dieu seul sait qu'il y a un certain nombre de patients qui reviennent nous voir, qui demandent juste de changer d'antihypertenseur à cause des œdèmes, parce que sur le plan social, ça veut dire que la mort n'est pas très loin. Mais si on vante ainsi la cilnidipine, le bon antihypertenseur est un antihypertenseur qui contrôle l'hypertension artérielle sur tous les nictémères. Il y a quelques études, comme cette étude Echivon, qui a essayé de mesurer la pression artérielle le matin, le soir, à la maison et à la clinique, en des périodes très différentes, pour voir l'action de la cilnidipine sur les différents paramètres. Ici, nous avons ici le début baseline à 4 semaines, 8 semaines et 12 semaines. Alors, à l'hôpital et puis à la maison. L'on se rend compte que si on analyse les paramètres, ce produit est capable de diminuer tous les paramètres, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, mais mieux encore lorsque c'est à la maison. Alors, toujours dans la même étude, l'on voit qu'il y a une diminution très importante de l'hypertension artérielle persistante qui va passer de 76% à 25%. Et puis pour le contrôle, on passe de 6% à 36% d'hypertension artérielle contrôlée. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cilnidipine est donc un produit qui pourrait être utilisé à la fois pour les hypertensions artérielles du matin, du midi, du soir, et comme je le disais, modifie peu la variabilité tensionnelle. On sait que la variabilité tensionnelle, quand on suit les patients, cette variabilité est responsable de survenue d'événements cardiovasculaires majeurs. Et bon, on a testé un certain nombre de médicaments, essentiellement des inhibiteurs calciques, leur effet sur la variabilité tensionnelle. De tous les inhibiteurs calciques qui ont été testés, la cilnidipine faisait mieux que les autres inhibiteurs calciques. Alors, est-ce que cet inhibiteur calcique pourrait être un organoprotecteur? En tout cas, avec les autres associations, l'on se rend compte que l'association inhibiteur de l'enzyme de conversion et puis la cilnidipine faisait mieux que les autres associations. Alors, je vais m'en arrêter là. Je pense que j'ai assez parlé de la cilnidipine pour dire que parmi les inhibiteurs calciques, c'est l'inhibiteur calcique qui utilise 2 voies d'action, donc 2 récepteurs. Et grâce à ces 2 récepteurs, ce produit arrive à contourner ce que l'on reproche aux inhibiteurs calciques essentiellement, la tachycardie et les œdèmes. En plus, c'est un inhibiteur calcique qui est cardioprotecteur et agit peu sur la variabilité
tensionnelle et n'entraîne pas une tachycardie. Alors donc, ce serait un médicament, un choix idéal pour les patients selon ces indications, parce que la monothérapie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout au top des recommandations, les extrêmes des recommandations selon la Société européenne de cardiologie. Donc, je voudrais terminer ici en remerciant à nouveau Agenta et la Société égyptienne de cardiologie pour cette invitation et je vous souhaite un bon congrès. Merci au professeur Yamego pour sa brillante présentation. Et nous allons inviter les différents orateurs à s'apprêter pour les différentes questions éventuelles. Donc, nous allons ouvrir une liste de questions. Professeur Baragou, professeur Ikama. Tu peux bien noter, s'il te plaît. 1 minute. C'est bon? Oui, troisième intervenant, s'il y en a. Merci. Donc, professeur Baragou, vous avez la parole. Adoubi, les gens de Boaké. Mabouli veut parler? C'est noté. Bien, donc nous allons passer la parole au professeur Baragou pour sa question. Merci. Merci, monsieur le modérateur, cher maître. Bon, je voudrais faire une observation personnelle sur la nouvelle classification de l'HTA par l'European Society of Cardiology concernant donc l'hypertension artérielle et avoir l'avis donc de notre maître, le professeur Abdul Khan, qui a fait la présentation. Et quand on regarde cette classification, bon, c'est classé en il y a 3 classes. Il y a pression artérielle non élevée, pression artérielle élevée, et puis hypertension artérielle. La première observation, c'est que, bon, pour moi, ça pose un problème de terminologie. Quand on dit pression artérielle non élevée, bon, ça ne veut pas dire forcément que la tension artérielle est normale. D'accord? Et à ce niveau, dans la pratique, comment expliquer au patient, par exemple, qui va poser la question, quelle est la pression artérielle normale? D'accord? Alors, la deuxième observation, c'est pression artérielle élevée. Et là encore, qui, selon la classification, ne veut pas dire hypertension artérielle. Alors que normalement, quand la pression artérielle est élevée, c'est l'hypertension. Cette élévation, c'est l'hyper. On dit hypertension, donc élévation de la tension artérielle. On dit pression artérielle élevée, mais ce n'est pas encore hypertension artérielle. Comment expliquer à un patient, n'est-ce pas, que, bon, écoutez, monsieur, votre pression artérielle est élevée, mais vous n'avez pas l'hypertension artérielle. Il ne va pas comprendre. Donc ça pose un problème de terminologie et même de prise en charge. Et depuis 2017, il y avait eu cette définition de l'HTA par les Américains, qui définissaient l'HTA à partir de 130 sur 80 mm de mercure. D'accord? Alors, nous, Africains, nous sommes pris comme en étau entre deux définitions. Premièrement, les Européens n'ont pas voulu suivre, n'ont pas validé la définition américaine, mais dans l'évolution, on voit qu'ils se rapprochent.
il se rapproche des Américains, puisqu'ils disent de faire beaucoup plus attention quand la tension artérielle est proche de 130. D'accord? Et donc, nous, Africains, quelle définition on va suivre? Quelle classification on va, n'est-ce pas, adopter dans notre pratique quotidienne? En sachant également que, bon, la question reste posée. Il y a un problème de définition de l'hypertension artérielle chez le noir africain, parce qu'il y a des spécificités génétiques, environnementales, culturelles, socio-culturelles, etc. Donc, chez un patient de morphotype africain noir, bon, on n'a pas encore cette définition, on ne sait pas encore quelle est la pression artérielle, à partir de laquelle on va dire qu'il y a hypertension artérielle. Voyez-vous? Donc, voici les quelques observations que nous avions à faire pour avoir donc l'avis de notre maître, le professeur Abdul Khan. Je vous remercie. D'accord. OK. Bon, j'espère que le professeur Ikama ne va pas mettre en exergue le fait que le professeur Baragou a été carrément troublé. Donc, l'ESC nous embrouille. J'espère que vous n'allez pas aller sur cette même voie. Alors, soyez bref et concis. Merci beaucoup, Monsieur le Président modérateur et cher maître. Non, je pense que la même préoccupation va être adressée à M. Khan, puisqu'il y a quelques années, les deux grandes sociétés savantes, que sont l'ESH et l'ESCC, nous étaient habitués à publier des recommandations qui étaient endossées par les deux. Hein? Donc, dans les premiers recours qu'on a connus, c'était toujours ESC, ESH. Alors, il y a quelques mois, l'ESH a sorti ses recommandations qui n'ont pas été endossées par l'ESC. Et voilà qu'il y a encore quelques jours, l'ESCC sort des recommandations qui finalement ne sont pas encore endossées par l'ESH. Et malheureusement, ça nous pose énormément de problèmes. Finalement, des deux sociétés savantes, quelle est la ligne à suivre? Alors, je suis interpellé également, monsieur le professeur Khan et cher maître, parce qu'on a eu il y a quelques mois plusieurs discussions sur la place des bêta-bloquants. Je crois qu'on a eu à Yaoundé, on en a eu à Bamako, on en a encore eu à Ouagadougou la dernière fois, sur la particularité de l'HTA du sujet africain, notamment avec l'hyperactivité sympathique. Au point où on s'était dit, finalement, les bêta-bloquants pour nous sont quand même une panacée, quand on tient compte de ce profil d'hypertendu chez nous. Alors, si nous prenons en compte ce que l'ESC vient nous dire, que les bêta-bloquants, finalement, n'ont plus trop d'importance dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors, si nous arrivons à contextualiser la situation avec l'expérience que vous avez, quel est votre point de vue là-dessus, monsieur Chermet? Voilà un peu le petit bémol que je voulais jeter sur ces nouvelles recours. Merci. Merci bien de ne pas nous embrouiller un peu plus. Professeur Adoubi. Micro. Bien, merci. Moi, je pense que mes questions ont été déjà posées par les deux autres intervenants. Pourquoi on revient... Ma première question, c'était pourquoi on revient vers les orientations des Américains en rabaissant les cibles thérapeutiques. Et puis pourquoi l'ESC donne des recommandations, l'ESH donne des recommandations, finalement, qui faut-il suivre? Des Américains, de l'ESH ou de l'ESC? Bien. Donc, professeur, quand vous êtes interpellé. Merci beaucoup. Vaste programme et affaire à suivre certainement, puisque nous sommes tous émus et perturbés par ces nouvelles recommandations. Alors, première préoccupation, pourquoi ces questions d'ordre géopolitique? Bon, mais vous connaissez le monde de l'hypertension artérielle. Hein. Il y a parfois, je crois qu'il faut bien l'avouer, des enjeux qui sont à la fois géopolitiques, mais pas que. Et je pense que ça explique en grande partie qu'il y ait ces différences. Quelqu'un disait que si vous avez tout compris des essais cliniques, c'est qu'il faut vous inquiéter de vous-même. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
on sait interpréter les chiffres. Et je commence d'ailleurs par la dernière préoccupation de Stéphane, les bêta-bloquants. Alors, les bêta-bloquants, on voyait venir dans les recours de l'ESH la grande réhabilitation des bêta-bloquants, à partir d'un texte que je crois que j'avais partagé avec toi d'ailleurs, hein, Stéphane, et avec quelques collègues, qui a été d'ailleurs l'idée par Giuseppe Mancia, qui est le premier auteur des guidelines de l'ESH. Je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse pour rappeler que l'ESH a un gros leadership italien. Avant Mancia, il y avait Alberto Sanchini, et pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, les bêta-bloquants leur tiennent à cœur. Et donc, ils avaient produit ce document où non seulement ils réhabilitaient les bêta-bloquants comme traitement de première intention, où ils nous montraient d'ailleurs que la plupart des contre-indications devenaient presque des indications privilégiées. BPCO, artériopathie des membres inférieurs, vous vous en souvenez certainement, syndrome d'apnée obstructive du sommeil, obésité, et même syndrome dépressif, donc j'en passe. Et ils ont montré des études qui ne sont pas de la grande robustesse sur des essais randomisés, mais qui, sur des preuves cliniques, semblaient dire que finalement, il ne faut peut-être pas jeter les bêta-bloquants aux orties. Bon, l'ESC a dit de façon froide, les seules études dont on dispose montrent que ça fait un peu jeu égal avec à peu près tout le monde, sauf pour les AVC, mais ils pensent qu'AVC, c'est quand même important. Dans une perspective africaine, on le verrait d'ailleurs, et c'est clair par contre que les AVC sont moins prévenus avec les bêta-bloquants qu'avec les autres classes thérapeutiques. Et puis après, il y a ce qu'on sait, plus de diabète associé aux diurétiques, même si c'est les bêta-bloquants de première génération, mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas réellement de grosses études robustes sur les bêta-bloquants de dernière génération qu'on semble privilégier. Donc c'est juste pour dire qu'à ce niveau-là, ils sont dans leur bon sens. Et l'autre bon sens, c'est que quand on est dans les associations, par contre, là aussi les preuves, les preuves, on ne les a pas vraiment avec bêta-bloquants plus autre chose. On les a plus avec diurétiques, calciques, IEC. Donc je pense que la logique de l'ESC reste quelque part, on va dire, evidence-based. Maintenant, je crois que si on revient sur, pour moi, le fond du problème, et c'est ça qui me paraît le plus important, il faut personnaliser les traitements. Et si vous avez des indications privilégiées, je crois qu'il faut y aller et notamment donner des bêta-bloquants. Et pour les bêta-bloquants, je dirais, il y a les indications robustes, je dirais de classe 1, il n'y a pas de débat, insuffisance cardiaque, fibrillation atriale, post-IDM, il n'y a pas de débat. Pour les autres situations, c'est plutôt appréciation du clinicien. Si vous baissez les chiffres tensionnels, il faut considérer que vous avez bien fait, mais ce n'est pas non plus des indications robustes et des preuves claires. Maintenant, j'en reviens à la vraie grande préoccupation de vous tous, qui est aussi une préoccupation pour moi. J'avoue qu'à ce niveau-là, j'aurais tendance, moi, quand on me dit quelle voie suivre, moi d'abord, je ne suis ni américain, ni européen de la cardiologie, ni l'européen de la truc, je suis africain donc de chez nous. Et donc, je pense qu'on a ce qui est écrit. J'aime bien cette belle formule, je ne crois qu'en Dieu, et tous les autres doivent apporter leurs preuves. Et donc nous-mêmes, nous allons fouiller dans ce qui est des preuves, en sachant que les gars-là, ils ne nous donnent ni la Bible ni le Coran, et c'est à nous, Africains, de nous faire une idée. Et si je réfléchis comme ça, ce que je dirais, c'est que dans cette fourchette de 120-139, je dirais que clairement, je ne connais pas une étude qui m'a traité des patients et qui a apporté la preuve que ça marche quand on traite ces patients. Je n'en connais pas et je pense que personne n'en connaît. Et ce que je lis derrière ça, c'est que, oui, 120-139, stratifier quand même le risque. Ça me paraît être du bon sens. Et quand je stratifie le risque, qu'est-ce que je trouve? Et à ce niveau, j'aurais tendance à être d'accord avec eux, peut-être que vous serez d'accord avec eux aussi. Mais il a une insuffisance cardiaque. Il a fait un infarctus. Il a fait, je vois que le truc, ça, vous êtes d'accord que quand même, il va avoir son bêta-bloquant, il va avoir son IEC. En réalité, moi, dans mon esprit, je ne traite pas de l'hypertension artérielle. Je traite un risque cardiovasculaire. C'est comme ça, moi, que je raisonne. Parce qu'ils vont beau dire aussi là ce qu'ils veulent, je ne comprendrai pas que quelqu'un qui a une hypercholestérolémie familiale, qui a 27 ans, dont je sais que ses artères sont complètement détruites, mais qui a 120 de pression artérielle, je ne comprends absolument pas pourquoi je lui donnerais un antihypertenseur. Parce que je suis convaincu que je lui ferai du mal. Et je demanderai aux gars de me sortir une étude où ils m'ont commandité une étude IEC plus je ne sais pas quoi versus truc sur l'hypercholestérolémie. Je suis convaincu que ça n'existe pas.
Je ne sais pas si vous me suivez. Donc c'est juste pour dire que je ne suis pas à la lettre ce qu'ils disent. Moi, je traite l'atteinte des organes cibles, je traite l'insuffisance cardiaque, je traite le truc, et ça parce que c'est des hauts risques, mais je donne les indications privilégiées. That's all. Et après, je ne vois pas non plus pourquoi je vais appliquer à mon grand-père du Fouta ou Gourmandier le score européen P2 ou P machin, alors même qu'il a 120 à 139, et même s'il est robuste, qu'il va au champ, dire qu'à partir du moment où il a un risque élevé sur le score de risque, je ne parle pas de l'atteinte des organes cibles, je suis sorti de là, et je ne vois pas pourquoi je vais m'aventurer à lui glisser, je ne sais pas quoi, un inhibiteur calcique ou un diurétique, parce que la stratification de son risque, en fonction de l'âge, est élevée. Parce que je ne connaîtrai pas d'études qui me prouvent que le faire quitter 135 pour le ramener à 120 lui aura fait du bien. Moi, je parle des évidences. Donc, c'est juste pour vous dire que moi, je ne suis pas plus ému que ça par les nouvelles recommandations. On nous intéresse simplement sur une chose sur laquelle je serai d'accord, on serait tous d'accord. Stratifions le risque, et stratifions notamment le risque dans cette fourchette de personnes qui peuvent avoir une atteinte rénale, qui peuvent avoir une atteinte cardiaque, etc. Parce que ces gars-là, il faut les traiter, mais il faut les traiter en fonction de l'atteinte des organes cibles. Et pour le reste, je dirais c'est plus au cas par cas, et je ne changerai pas ma définition de l'hypertension artérielle. Et là, je retombe sur ce qu'ont dit les gars de l'ESH, c'est 140, 90, et je fais le truc classique que vous connaissez tous, je stratifie les risques, et je traite les patients, et je dirais, j'essaierai de les ramener entre 120, 129, 70, 79, parce que quoi qu'on dise, souvenez-vous, études advanced, ces études, on ne sait pas trop si ramener les gens à 110 ou 100 leur fait du bien. Et parfois même, on peut avoir une courbe en J sur certains terrains. Donc pour moi, effectivement, il y a des choses robustes qu'on peut tenir. Il y a quelques petites incohérences qui font que si on applique à l'aveugle ce que les gars ont raconté, je crois qu'on va se tromper. Et ça, je peux vous le promettre quasiment. De la même manière que les recommandations américaines ont créé un pugilat entre les Américains qui ont écrit les recours, je vous prédis à peu près qu'il y aura de la bagarre entre Européens sur ces recommandations-ci. Je vous remercie. Merci bien. Pour des contraintes d'organisation, nous allons devoir clore cette séance parce que nos collègues égyptiens doivent arriver d'un moment à l'autre. Mais il faut dire que cette séance nous a apporté beaucoup de brouillard. On s'y retrouve à peine et je pense qu'on va continuer à espérer un éclairci tout en espérant pas beaucoup. Parce qu'il parle de pugilat entre l'ESC et l'ESH. Donc, attendons toujours de voir qui sortira vainqueur. Mais, comme certains l'ont dit, il serait bon que nous, Africains, nous pensions également à revoir un peu nos recos propres à nous-mêmes et bien sûr basés sur des études. Et comme le professeur Khan l'a dit, les essais, si tu dis que tu as compris, c'est que réellement, il y a un problème à ton niveau. Et ceci étant, grand merci pour votre attention et encore merci à mes co-modérateurs pour la patience endurée. Merci bien. Merci.